Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Deuxième partie de Judaïkan avec Carole Glassman et son invité. Chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour l'émission Judaïkan, l'émission de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Mon invité aujourd'hui est Guy Lévy, membre de notre communauté cannoise à temps partiel, car il est semi-résident à Cannes. Guy Lévy, bonjour et shalom. Shalom, Carole. Guy, merci d'avoir répondu présent parce que vous n'êtes pas tout le temps à temps plein à Cannes. Donc, depuis combien de temps fréquentez-vous la communauté juive de Cannes ? Bien, je crois que ça doit bien faire une quarantaine d'années que je fréquente cette synagogue et ce centre communautaire. Une quarantaine d'années parce que, je dirais que c'est un petit peu en pointillé, puisque j'ai une résidence secondaire à Cannes et que ma résidence principale est sur Paris. Guy, nos amis aimeraient bien vous connaître, donc pouvez-vous nous parler de vos origines ? Où avez-vous grandi ? Je voudrais déjà, peut-être avant de vous parler de mes origines, vous rappeler comment je suis arrivé à Cannes. Et je suis arrivé dans les années 76-77, après mon mariage. Et j'ai connu Cannes parce que mes beaux-parents étaient installés ici. Ils étaient des juifs originaires de Pologne qui étaient arrivés au début du siècle et qui avaient vécu dans le nord de la France. Et comme beaucoup de juifs de cette génération askénaze, ils sont venus se réchauffer leur vieux os sur la Côte d'Azur. C'est comme ça que je suis arrivé à Cannes et que ensuite nous sommes venus avec mon épouse pratiquement 3, 4, 5 fois, en tout cas toutes les vacances scolaires. Et quand ces vacances scolaires se combinaient avec des fêtes religieuses comme Hanouka, comme Purim, comme Pessah notamment, nous allions tout naturellement à la synagogue parce que nous sommes des pratiquants traditionnalistes de ce point de vue-là. C'est comme ça que j'ai pu connaître, et puis bien entendu, je venais le Shabbat quand l'occasion s'en présentait. Donc les nombreux rabbins, vous me disiez que... j'ai connu toutes les générations, en tout cas les générations de rabbins, le rabbin Zini, le rabbin Gedge, et puis le rabbin Mouya en dernier lieu. J'ai pu voir comment cette communauté, cette synagogue a grandi, a évolué, s'est changé. Il y avait beaucoup plus d'Ashkénazes, bien entendu, il y a 20 ou 30 ans de ça. Je crois qu'on est 3%, je crois, Guy, 3 ou 5% d'Ashkénazes. Oui, c'est possible. Et en tout cas, sur la Croisette, on entendait beaucoup de gens qui parlaient yiddish et qui s'arrêtaient à tous les coins de rue, si je puis dire, pour évoquer des souvenirs d'un temps passé. Alors, revenons à vos origines. Où êtes-vous né et où avez-vous grandi, en fait ? Bien, moi, je suis un juif séfarade. Je suis né en Algérie. Plus précisément, je suis né à Orléansville, qui est une ville à mi-chemin entre Alger et Oran, approximativement. Mais je suis né un peu par hasard à Orléansville parce que mon père était professeur. Et il avait été nommé... professeur de lettres. Il a été professeur de lettres, il était à titre principal professeur d'arabe. Mais dans ses anciennes licences, il y avait une dimension de connaissance du français, du latin, qui était extrêmement importante. Et ça lui donnait l'occasion également d'enseigner parfois le français et le latin, même si à titre principal, il était professeur d'arabe. Et donc, il était au lycée d'Orléansville, et étant le dernier d'une fratrie de 6 enfants, je suis arrivé... Le petit dernier, je suis arrivé vers la fin de son séjour à Orléansville. Il avait été nommé ensuite à Alger, dans un lycée d'Alger, et je suis parti à l'âge de 2 ans d'Orléansville. Donc je ne peux pas dire que je connais Orléansville. Mes parents, mes frères m'en ont beaucoup parlé. C'était apparemment le pays de cocagne, surtout relativement proche de la mer qui se trouvait du côté de Mostaganem, du côté d'Oran.
Et c'était apparemment une belle vie. En tout cas, c'était une période où l'Algérie était en paix et où les gens pouvaient vivre et voyager facilement. Mais vous êtes resté quand même une quinzaine d'années en Algérie. En Algérie, oui. Donc, parti d'Orléansville, j'ai été à Alger. Et j'y suis resté jusqu'en 62, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Et là, j'ai passé véritablement mon enfance dans cette ville d'Alger. Nous étions dans la banlieue d'Alger, du côté, pour ceux qui connaissent l'endroit, du côté d'Hydra. Mes parents avaient une villa avec un grand jardin. Et j'ai passé une enfance absolument merveilleuse. Alors justement, quels souvenirs gardez-vous? Un peu de nostalgie. Racontez-nous un petit peu les couleurs de votre enfance. Est-ce que votre mère était une bonne cuisinière? Elle préparait Shabbat? Comment c'était au niveau tradition? Ouais. Comment vous aviez... Voilà, mes parents étaient des juifs traditionnalistes et ma famille était une famille juive traditionnaliste. Nous respections le Shabbat. Mon père allait le vendredi soir, le samedi à la synagogue. Et vous alliez aller, vous l'accompagniez? Parfois, oui, j'accompagnais. Mais comme on habitait à l'autre extrémité d'Alger par rapport à la synagogue, c'était vraiment une corvée, en tout cas, d'aller et de traverser tout Alger pour y aller. Et donc, le Shabbat était pratiqué de façon rigoureuse chez nous, à tel point qu'on n'allumait absolument pas l'électricité. Le gaz restait allumé toute la nuit, et si jamais, par malheur, entre la nuit du vendredi au samedi, si jamais par malheur le gaz s'éteignait, le feu s'éteignait, on faisait appel, comme on dit chez les Ashkénazes, un Shabbos Goy, c'est-à-dire un petit arabe ou une Mauresse qui venait rallumer le feu. Et vous avez dit que votre maman était une très bonne cuisinière, elle préparait des gâteaux qu'elle livrait chez le boulanger ou pâtissier? Non, elle livrait pas, mais on avait une tradition, parce qu'en général les cuisinières dans lesquelles on faisait cuire les gâteaux, les pains, les chalotes, étaient relativement petites, donc on utilisait un four, le four de la boulangerie. Et je me rappelle quand j'étais gosse, parfois notamment au moment des fêtes, ma mère me donnait une grande plaque avec des gâteaux ou avec les pains qu'elle avait, les halot qu'elle avait confectionnés. Et je devais aller à la boulangerie et je traversais tout mon quartier comme ça avec la plaque sur l'épaule. Et je rencontrais des camarades qui, bien entendu, se riaient de me voir comme ça. Donc c'était extrêmement... Et on était un peu gênés de faire ce genre de choses, donc ce n'était pas un quartier particulièrement juif, mais mélangé en ce temps-là. Et donc, bien sûr, les souvenirs, comme on dit, la mémoire filtre les souvenirs, on garde que le meilleur. Il y a eu la guerre d'Algérie, j'ai vécu en somme toute la guerre d'Algérie, il y a eu des souvenirs absolument terribles, mais on oublie tout ça, beaucoup de choses s'estompent. Et on garde les bons souvenirs, on garde la lumière, la mer, c'est pour ça que c'est ce que je retrouve, et ce que je retrouve toujours quand je viens à Cannes, cette luminosité, et puis ces odeurs, cette atmosphère particulière. Nous vivions dans une atmosphère, la communauté juive vivait d'une façon générale, très traditionnelle, parce que les communautés étaient relativement séparées. Les musulmans d'un côté, les chrétiens de l'autre et les juifs de l'autre. Mais chacun vivait authentiquement en harmonie, avec une certaine harmonie et parfois avec des tensions, comme ça arrive souvent. Donc vous arrivez en France en 62. Donc racontez-nous un petit peu votre parcours professionnel ou votre formation. Quel métier avez-vous exercé rapidement? Je suis bien sûr, parce que c'est déjà un certain nombre d'années. Je suis arrivé en 62, j'étais en classe de 3e, je crois, j'ai passé mon bac dans un lycée parisien, et après le bac, j'ai fait des études de sciences économiques, une maîtrise de sciences éco, j'ai fait l'Institut d'études politiques de Paris, et peut-être que par souvenir du temps passé, j'ai fait l'école des langues orientales en arabe classique.
Ça ne m'a pas servi à grand-chose professionnellement, mais ça m'a permis de garder une sorte de lien culturel avec un passé enfin, qui nous tient à cœur tout au long de notre vie. Voilà. Et donc, après ces études, je me suis orienté vers une activité de banque assurance, travailler dans une banque, travailler dans une compagnie d'assurance et dans l'assurance crédit, qui était un mélange des deux, où j'étais dans un des derniers postes, j'étais directeur d'une filiale du groupe AXA. Très bien. Donc moi j'ai une question par rapport aux séfarades. Vous avez indiqué que vous étiez d'origine séfarade. Ma question c'est, est-ce que tous les juifs d'Algérie où vous êtes sont originaires d'Espagne? Voilà, c'est ça. Une bonne question. C'est vrai que les juifs d'Algérie et d'Afrique du Nord d'une façon générale se définissent comme des juifs séfarades. En fait, ils se définissent d'origine séfarade ou de culture séfarade parce que ça a été la culture dominante à partir du 15e, 16e siècle en Algérie. Mais il est évident que tous les juifs qui étaient en Algérie n'étaient pas originaires d'Espagne. Ils sont arrivés particulièrement à partir de 1391, quand il y a eu les massacres qui ont eu lieu en Espagne, et particulièrement à partir de 1492, quand il y a eu l'exode, quand Isabelle la catholique a déclaré que les Juifs devaient quitter l'Espagne. Mais les Juifs d'Algérie sont présents depuis probablement 2500 à 3000 ans sur cette terre. Ils sont arrivés probablement avec les Phéniciens qui étaient arrivés vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu des royaumes numides qui étaient des royaumes berbères, puisque la population locale était berbère. Mais ensuite, il y a eu des invasions provenant des Romains, qui sont restés quand même pendant 4 siècles. Il y a eu les Vandales, qui sont restés pendant près d'1 siècle. Et puis les Arabes qui sont arrivés au 7e siècle. Et à partir du 7e siècle, ensuite, il y a eu les Turcs au 15e siècle, et il y a eu les Français au 19e siècle. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de mouvements de population, oui, de Juifs qui sont venus du Moyen-Orient également, bien entendu, avec les premières diasporas et les deuxièmes diasporas. Dès le XIIe siècle, elles avaient accompagné les Phéniciens dans les différents comptoirs commerciaux qu'il y avait en Méditerranée, mais il y avait également... ils sont arrivés également avec des Juifs du Moyen-Orient lorsque les Arabes sont arrivés à partir du 7e siècle. Et ils sont arrivés, ils ont été en Espagne, ils sont revenus d'Espagne, ils ont été chassés, il y a eu des périodes de tolérance, d'intolérance et de mouvements de population où les Juifs ont circulé à travers la Méditerranée et à travers particulièrement le monde occidental. Donc il y a un mélange de population au niveau ethnique qui est incontestable, mais lorsque les Juifs sont arrivés d'Espagne avec une culture beaucoup plus développée, parce que la civilisation espagnole était plus développée à ce moment-là, c'est l'influence de la culture espagnole qui s'est imposée avec des grands rabbins qui sont arrivés d'Espagne et du Portugal, et qui sont les grands rabbinim, notamment d'Alger ou de Tlemcen, comme le Rav Ankawa, par exemple. Voilà, mais c'est pour ça qu'on se définit en général comme des Juifs séfarades, mais je dirais plutôt de culture séfarade, plutôt que d'origine ethnique espagnole. Oui, parce que j'ai ma belle-mère qui est d'origine turque, elle parle le latino, l'espagnol, le vieil espagnol du XIIe siècle. Oui, et puis il y avait un judéo-arabe également, pendant longtemps, notamment, et encore aujourd'hui dans le Maroc espagnol, il y a un certain nombre de Juifs qui parlent un dialecte judéo-arabe, je crois qu'on appelle le hakikiya.
Et personnellement, je suis d'origine séfarade parce que, en faisant des études de généalogie, je me suis rendu compte que nous remontions du côté de mon père et même aussi en partie du côté de ma mère vers le Maroc espagnol, Tétouan qui était à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et mon père me racontait souvent que lorsqu'il allait chez ses oncles à Alger, il me disait, mais c'était une véritable auberge espagnole parce que tout le monde jacassait en espagnol, en judéo-arabe, en ladino, etc. Et tout le monde se comprenait. Alors Guy, vous habitez une partie de l'année en région parisienne et vous êtes un membre actif de la communauté juive de Meudon. Donc quelles sont vos responsabilités? Qu'avez-vous réalisé jusqu'à présent? Quels sont vos nouveaux projets? Donc on peut parler un petit peu de votre itinéraire. Oui, moi j'ai toujours vécu avec mes parents et ensuite quand je me suis retrouvé sans mes parents, j'ai toujours vécu proche de la communauté, proche de la synagogue. Et naturellement, j'ai fréquenté la synagogue qui est dans la ville où je vis, qui est à Meudon, dans la banlieue parisienne, dans la banlieue ouest. Et j'ai été amené lorsque mes activités professionnelles me le permettaient et que j'avais un peu de loisir d'assumer un certain nombre de responsabilités. C'est ainsi que j'ai fait partie de la commission et que je fais toujours partie de la commission administrative de la communauté de Meudon, qui est une communauté consistoriale. J'ai été trésorier pendant de nombreuses années et en même temps en charge des activités culturelles. J'ai cédé le poste de trésorier à un autre membre il y a quelques années et maintenant je m'occupe plus particulièrement des activités culturelles qui me tiennent à cœur d'ailleurs parce que c'est passionnant, c'est intéressant. Alors justement, est-ce que vous pouvez expliquer à nos amis les expositions déjà que vous avez montées, une déjà en particulier que vous avez jumelée avec Cannes, avec Gérard Bavard. Donc racontez-nous un petit peu d'où d'ailleurs, comment vous avez fait, d'où vous est venue l'idée. Alors les activités culturelles, c'est extrêmement important dans une communauté. Pour resserrer les liens d'abord entre ceux qui fréquentent régulièrement la communauté, mais également ceux qui ne sont pas religieux. Pour des tas de raisons, soit parce qu'ils sont laïcs, soit ils sont athées, soit tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation religieuse et qui ne fréquentent pas de ce fait la synagogue pour l'accomplissement des rites. Et par conséquent, mais par contre, ils se sentent juifs. Et ils sont intéressés par la culture juive, ils sont intéressés de rencontrer des écrivains, ils sont intéressés d'assister à des expositions, de voir des films qui sont à thème juif. Et donc, les activités culturelles, en plus des activités purement ritueliques, sont importantes pour essayer de rapprocher le plus grand nombre de juifs et garder le lien entre nous. Parce que c'est précisément le rôle d'une communauté d'assurer ce lien et de permettre finalement de passer le flambeau d'une génération à une autre. C'est à travers la culture, l'art, la musique, enfin tout ce qui nous ouvre les cinq sens. Hein. Absolument. Et alors donc dans notre communauté, on a eu, quand je m'occupe, enfin dans le cadre des activités culturelles, on a été amené notamment à réaliser un certain nombre d'expositions à partir des cartes postales anciennes. Et cartes postales anciennes que l'on a à thème juif, que l'on a reproduit, agrandi, on en a fait des tableaux, etc. Et on a la chance dans notre communauté d'avoir un des plus anciens, des plus grands collectionneurs de cartes postales à thème juif, qui a écrit une douzaine de bouquins sur la question, sur tous les mondes juifs à travers notre planète. Et d'où le titre d'un monde juif à l'autre de votre exposition. Alors, la première chose, d'abord on a fait une première exposition sur le monde séfarade, parce que notre communauté est à majorité séfarade à Meudon, et on a fait sur le monde séfarade.
Et à la suite d'un voyage que j'ai fait en Europe de l'Est, en Pologne, Lituanie, avec une organisation du Bnebritz, où nous avons rencontré les communautés locales, j'ai été particulièrement sensibilisé finalement à ce monde ashkénaze que je connaissais mal, même si par mon épouse, finalement, je l'avais approché aussi. C'est de là qu'est venue l'idée éventuellement de faire une exposition où on a mis en parallèle les mondes séfarades et les mondes ashkénazes. Et on a fait d'ailleurs un catalogue à la suite de ça qui s'appelait D'un monde juif à l'autre ou du Shtetl au Mela, Am Echad, un seul peuple, parce qu'on se rendait compte que finalement, et on mettait en évidence dans cette exposition, que les Juifs, qu'ils étaient d'un côté ou de l'autre, avaient eu des modes de vie qui étaient tout à fait parallèles et similaires à de nombreux points de vue. Et donc, à travers les cartes postales qui rendaient compte de ces existences, on pouvait, en les mettant en parallèle, montrer combien finalement les Juifs du Shtetl ou du Mélar finalement étaient très proches, les rabbins étaient très proches, on est tous des êtres les humains. rues, les quartiers, la pratique des rituels, et bien entendu, puisque la vie juive tournait autour de l'accomplissement des rites que sont la Bret Mila, la Bar Mitzvah, le mariage, la choupa, les étapes de la vie, la mort, etc. Et c'est tout le cycle de la vie finalement qui est scandé finalement par ces rites, et on se rend compte que finalement Ashkénaz, séfarade, Am Echad, nous sommes un seul et même peuple, et d'ailleurs qui se retrouve dans son unité en Israël. Donc cette expo, vous l'avez présentée il y a quelques années à Cannes, et là vous avez, on va écourter un petit peu parce que la fin de l'émission arrive, disons dans quelques minutes. Vous avez une autre exposition. Oui, cette exposition, j'ai pu la présenter effectivement à Cannes. Mes bonnes relations avec Colette Seban qui s'occupe de la culture et la gentillesse de Gérard Bavard qui nous avait permis de présenter l'exposition il y a 3-4 ans, je crois, ici à Cannes. C'est une exposition qui a circulé dans une douzaine de communautés sur la région parisienne et ailleurs. Nous avons également réalisé, en plus de ces deux expositions, une exposition sur les Juifs dans la tourmente de la guerre de 14-18, toujours à travers la carte postale ancienne, qui permettait de voir également sur tous les champs de bataille, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit en Palestine, etc., et en Grèce et dans l'Empire ottoman, comment les Juifs, finalement, avaient participé en tant que tels, finalement, à ces différents combats. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir ces regards croisés à travers la carte postale ancienne. Oui, ça fait comme un instant T, hein, comme un appareil photo, en fait. Et c'est une très belle exposition que nous avons réalisée, qui, elle aussi, a beaucoup voyagé dans les communautés sur la région parisienne, et que nous avons même été présentés en Allemagne, dans la ville jumelle de Meudon, qui est une ville qui s'appelle Celle, près de Hanovre, et qui a vivement intéressé les Allemands de voir, effectivement, cet aspect ou cette vision particulière des Juifs dans la guerre. Guy, une dernière question, parce que le temps qui nous était imparti se termine, hein, comme chaque vendredi. J'en suis désolé. En préparant l'émission, vous nous avez dit que vous participiez à un cercle de généalogie et que on peut rappeler que votre père était professeur de lettres, donc il vous a transmis l'amour de la lecture, de la littérature, en tout cas, une ouverture d'esprit. Et vous m'avez parlé de lecture, et actuellement vous avez parce que je vous ai demandé très rapidement, de conseiller à nos je participe à différentes activités dans des associations juives sur la région parisienne,
que ce soit le cercle de généalogie juive, qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet d'approfondir finalement sa propre identité, la connaissance de soi, et de descendre finalement dans les profondeurs finalement de nos racines. Mais plus particulièrement, je suis un membre actif de l'association Morial, dont je suis d'ailleurs le vice-président. Morial, c'est Mémoire et Tradition des Juifs d'Algérie. Et c'est une association qui regroupe des gens qui sont, comme moi, très attachés finalement à se souvenir de notre passé en Algérie, oui, même si nous considérons que la page est largement tournée et qu'on ne reviendra pas sur ce passé. Il n'empêche que ça a été le pays de notre enfance, que ça a été le pays où des Juifs ont vécu pendant plusieurs millénaires, certainement, et où s'est forgée une culture extrêmement forte. Et peut-être en mémoire justement de ces anciens, nous tenons à perpétuer cette connaissance de ce monde juif de l'Algérie particulièrement, qui était extrêmement divers d'un point de vue religieux, qui avait une multitude de communautés et où chaque communauté avait éventuellement ses rites, ses airs spécifiques. Et donc nous organisons tout un ensemble de manifestations. Alors justement, et de colloques. Est-ce que vous avez un site internet pour nos amis? Alors il y a le site Morial, M-O-R-I-A-L, où ils peuvent aller en tapant sur Google Morial. Nous avons un site qui est toutes les semaines complété par des nouvelles informations qui sont fournies par les adhérents, qui rend compte de nouveaux livres qui paraissent ou de manifestations qui sont organisées. Et c'est un site absolument d'une richesse extraordinaire. Si des Juifs d'Algérie veulent véritablement se replonger dans ce passé, oui, dans cette nostalgie de leur jeunesse, ou dans une connaissance purement scientifique ou historique, en tout cas des Juifs d'Algérie, ils peuvent aller consulter. Vous avez compris, allez sur le site de Morial pour Guy Lévy. Guy, juste une dernière question. Le titre de livre que vous souhaitez conseiller, parce que je vous ai demandé, parce que comme vous lisez beaucoup, le dernier coup de cœur à recommander à nos amis. Les noces éternelles. Oui, c'est un livre là que j'ai lu tout récemment, qui est absolument passionnant. Je l'avais découvert à l'émission littéraire d'El Kabash, où l'auteur était venu présenter son livre, Les noces éternelles, de Didier Long, de mémoire. Et c'est une histoire passionnante parce que c'est une sorte d'autobiographie, oui, d'un moine catholique d'origine corse, absolument. Moine catholique d'origine corse, qui par une série d'événements circonstants découvre qu'il a des origines juives, maranes, en Corse, oui, et part à la recherche de ses origines et à la reconquête de son judaïsme. Ce qui est extraordinaire, il raconte avec beaucoup d'émotion, et quitte bien entendu son monastère et va s'abreuver, lui qui est porteur d'un feu sacré, j'allais dire, et qui est profondément animé par une recherche de Dieu, oriente vers ses racines profondes, et de ses origines, celle de ses origines, celle du judaïsme, celle de la culture juive. Et c'est intéressant de voir que et il rencontre l'amour. C'est ça aussi, absolument, ces deux moines. Il est interviewé, absolument, par une journaliste qui vient de se renseigner, voilà, sur son monastère, et coup de foudre. Ouais. Il raconte également ça nous fait une comédie romantique. Sa vie, comment il a un coup de foudre avec une journaliste et qui finit par, après avoir quitté bien entendu le monastère, qu'il finit par épouser. Et cette journaliste qui se définissait comme laïque, athée, etc., enfin de parents laïcs et athées, découvre elle aussi dans sa démarche qu'elle était... Elle a des origines juives également. Origines juives, d'Alsace, de Lorraine. Bien. Voilà, c'est donc mon dernier coup de cœur sur ce livre. Merci beaucoup, Guy. Je rappelle à nos auditeurs, donc aujourd'hui je recevais Guy Lévy, membre à temps partiel de la communauté juive de Cannes. Judaï Cannes donc se termine.
Si vous souhaitez réécouter une partie de l'émission ou la partager, rendez-vous sur la page Facebook de Juda et Cannes ou sur le site internet du consistoire ACI. Je vous dis à vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien et dites-vous que la vie est belle. Shabbat Shalom. Merci Guy, au revoir. Au revoir. L'invité de la partie magazine de Juda et Cannes aujourd'hui était Guy Lévy, membre de notre communauté et ancien trésorier de la communauté juive de Meudon. Il était au micro de Carole Glassman.